Nous avons pour ce thème avec nous des panélistes, donc des speakers, tout aussi importants que le thème en lui-même. On va donc les appeler à l'évocation de leur nom. Je voudrais, s'il vous plaît, demander vos applaudissements, mesdames, messieurs. Donc, monsieur Patrick Sommet, que nous avons déjà entendu pour une première communication, du ministère, bien sûr, de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Madame Françoise Remarque, que je suis très heureux de retrouver, PCA de Canal Plus Côte d'Ivoire et président de la fondation Entre Africa. Je dis bien, voilà. Et puis, monsieur Cyriac Bogou, cofondateur et Chief Innovation, c'est ça, Chief Innovation Officer de O Village. Vu des personnes qui sont sur le panel aujourd'hui, je pense que j'ai envie de rentrer un peu dedans. Alors, écoutez, on parle aujourd'hui du rôle des pouvoirs publics, du privé, des partenaires de développement et de l'ensemble de l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, depuis ce matin, on a beaucoup parlé du jeu vidéo, de son potentiel et de ce qu'il y a. Donc, vraiment, j'aimerais d'abord commencer par demander à Françoise, qui est acteur, qui est dans le monde de l'audiovisuel depuis de nombreuses années, qui connaît bien le secteur, de nous dire un peu quel est l'état des lieux qu'elle fait du secteur des ICC en Afrique en ce moment. Merci et merci en tout cas de m'accueillir sur ce panel. Je suis ravie et j'en profite aussi pour féliciter toi personnellement et toute ton équipe pour l'extraordinaire travail que vous faites à travers ce festival, mais d'une manière générale sur le plaidoyer pour se rendre compte de l'importance de ce secteur, de son impact, de sa capacité à créer des emplois, de sa possibilité, et c'est là où effectivement le rôle du secteur public est important, d'avoir véritablement une stratégie industrielle sur les industries culturelles et créatives. Donc sur les industries culturelles et créatives, déjà il faut savoir de quoi on parle, hein. On parle du secteur de l'audiovisuel, on se parle du secteur de l'animation, de la photographie, des jeux vidéo, de la mode et design, de l'édition. Enfin, c'est vraiment un secteur extrêmement vague. Pour donner quelques chiffres, en France, je crois qu'il représente plus de 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il contribue à hauteur de 2% du PIB et c'est plus de 700 000 emplois. Donc c'est vraiment un secteur qui a été compris et qui a été investi. Donc c'était très intéressant la vidéo tout à l'heure parce qu'on voit qu'effectivement il faut déjà une prise de conscience, il faut qu'il y ait une conscience, mais il faut obligatoirement un appui du secteur public pour en faire une filière stratégique. Et mon rôle depuis quelques années, et particulièrement depuis ces 2 dernières années, à travers une initiative qui a été présentée tout à l'heure sur les industries culturelles et créatives, c'est vraiment de faire ce plaidoyer auprès des autorités pour démontrer à quel point on a du talent, on a des jeunes aujourd'hui qui sont prêts à être employés. Mais il faut effectivement que ce secteur soit pris de manière totalement stratégique, qu'il soit reconnu comme un secteur. On a le secteur de l'agro-industrie, on est les premiers producteurs du cacao, c'est très bien. Et je pense on peut potentiellement devenir les premiers, en tout cas déjà sur l'Afrique de l'Ouest, créateurs d'emplois, créateurs de valeur dans les industries culturelles et créatives. Alors sur le potentiel, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que pour pouvoir, et c'est pour ça que parfois on a du mal aussi à faire ce plaidoyer, parce qu'on a besoin de chiffres, on a besoin de données, on a besoin de comprendre quels sont les métiers, quelle est la chaîne de valeur, quels sont les différents métiers. Ils ont été très bien expliqués tout à l'heure, de la formation jusqu'à la production, à la distribution, à tous les métiers qui vont avec. Quels sont les chiffres potentiels, qu'est-ce que ça peut apporter. Et jusqu'à présent, on est un peu bloqué. Et c'est peut-être, moi je commencerai déjà, s'il y avait peut-être une demande sans vouloir identifier les autres sujets, s'il y avait vraiment une demande, c'est de vraiment qu'on fasse une étude sérieuse. Donc
L'AFD avait fait une étude sur les industries culturelles et créatives, qui est une référence, donc avec un benchmark dans le monde. Et cette étude a été la base d'un vaste chantier d'accompagnement des entrepreneurs dans les ICC, avec des fonds d'appui, avec surtout l'appui du secteur privé, parce que ça aussi c'est important de le dire, c'est une chaîne. Donc le secteur public, évidemment, doit avoir la vision, doit définir le cadre législatif, doit apporter les aides nécessaires, mais le secteur privé aussi doit aussi avoir ce regard comme étant une filière avec un regard économique. Et c'est souvent ce que l'on oublie. On parle souvent de ces industries comme étant une industrie à subvention, sans retour sur investissement. Donc il faut aussi qu'on intègre cette approche économique de ce secteur. Je pourrais parler toute la journée. Vous voyez, elle connaît le secteur. Merci beaucoup, Françoise. Avant d'aller vers M. Sommet, bien sûr, qui est l'un des piliers de ce panel, vu qu'on parle du rôle un peu de l'État et de l'ensemble de l'écosystème, j'aimerais qu'on aille d'abord vers Cyriac, que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment très actif, qui fait énormément de choses. Comme je lui dis souvent, des fois, je ne sais même pas comment le présenter parce qu'il a tellement de casquettes, activiste, entrepreneur, chef du village, tout ça. Donc si tu veux, Cyriac, moi j'aimerais que tu puisses déjà, un, te présenter et deux, nous dire un peu toi, en tant que personne qui est de l'autre côté de la barrière, qui fait partie de ceux-là qui cherchent à lancer des projets ou qui ont des petits projets, que tu nous dises un peu certains des besoins ou ceux sur lesquels le privé, le public et les partenaires de développement peuvent venir accompagner ou peuvent venir t'aider. Merci. Et c'est un honneur pour moi d'être à côté de deux, pour moi, de deux modèles pour moi. Donc, la première personne, c'est Françoise Remarque, avec qui j'étais il y a quelques mois, je pense il y a un mois juste, parce qu'on faisait ensemble la Business Plans Competition de la CGC. Donc, elle était dans notre membre du jury. Et à côté d'elle, il y a Sommet, qui est un grand frère. Donc, qui aujourd'hui, c'est vrai, une casquette institutionnelle, mais avec qui on a fait beaucoup de choses et qui nous ont vraiment montré le chemin, quand on partait à gauche, nous disaient non, vous partez trop à gauche, revenez un peu au milieu. Et ça, c'est important d'avoir des aînés comme ça et qui vous challenge. Et si je dois me présenter, d'abord, je suis Cyriac Bogou, cofondateur de Au Village, qui est un espace d'innovation donc en open source. Je le dis open source parce que là, je viens de l'aéroport parce qu'au Radisson Blu, on organise l'Africa Summit Innovation Open Source et je suis dans le comité d'organisation. J'ai dû courir, puis après je repars. Ça, c'est la première casquette. Deuxième casquette, j'ai eu la chance la semaine passée d'accompagner la Banque mondiale, donc plus précisément la Société financière internationale, la SFI, donc IFC en anglais, sur un événement qui faisait sur tout ce qui était industrie créative, sur la demande de M. Maktar Diop, donc de la SFI. Donc, j'accompagne aussi ces grands groupes-là dans l'organisation de tel événement. Et pour ce panel, bon, c'est vrai que je suis de l'autre côté, mais je suis passionné de jeux vidéo. Et Sidic est bien placé pendant la crise à Covid. J'avais pas de console, j'ai dû courir aller à la Paradise Game. J'ai dit, bon, je sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais j'ai besoin d'une console parce que là, je tiens plus. Et ils m'ont prêté une console est-ce que je vais te rendre? Je sais pas encore. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Non, non, c'est juste pour plaisanter. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a la chance, nous, par exemple, au village, de former des jeunes à l'utilisation de jeux vidéo. Et on voit ce que ça représente dans la vie de ces jeunes. Je prends l'exemple d'un petit Isasseur, donc Champi et Finta, qui avaient juste 8 ans et 10 ans, et aujourd'hui ils en ont 13, mais qui aujourd'hui sont champions d'Afrique en matière de développement des jeux vidéo. Donc peut-être dimanche qui viendront parler de leur expérience ici. Ils sont premiers en Côte d'Ivoire, mais 10e, classé parmi les 10 premiers sur de nombreux pays en Afrique. Et on a vu comment l'apport du jeu vidéo dans leur vie scolaire leur a apporté énormément. Et donc, c'est pour dire que si on suit
ces cheminements, si on suit ces enfants, si on suit tous ceux qui sont ici dans la mise en place de développement de jeux vidéo ou bien de création de jeux vidéo, ça émule des intelligences. Et pour terminer, pour, par rapport à ce panel, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un milieu où les jeunes créent des choses, mais ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'être reconnus pour certains, d'autres d'être accompagnés et d'autres d'être suivis. Donc, parce que pour nous, c'est important de les suivre. C'est-à-dire qu'ils ont de belles idées, comment structurer ces idées et les emmener à une autre étape. Et c'est en cela que lorsque Amicha présentait le programme ICC implémenté par Entre Africa et USP, c'est des choses, on en a besoin, ce réseau. Ce réseau n'existait pas. Et aujourd'hui, le fait de converger tout le monde dans ce type de réseau, bah, vous allez voir d'ici quelques mois, quelques années, vous allez voir une émergence des personnes qui vont prendre ce métier-là à cœur. Parce que quand tu dis tu développes un jeu vidéo, on te regarde, les parents te regardent comme ça. Quand tu dis que tu es dans la mode, les gens te regardent comme cela. Il y a le grand frère Abel qui est là. Ça fait plus de 20 ans que je le suis. Il a commencé à Beach. Mais aujourd'hui, quand je regarde ces films d'animation, je suis fier de dire à ma fille de 5 ans, le tonton qui fait ça, là, un jour tu vas aller chez lui, tu vas apprendre aussi à faire. Parce que ça doit être des exemples. Dans d'autres pays, ils ne seraient pas peut-être à ce stade-là parce qu'on les aura plus valorisés. Mais je pense que c'est en train de venir avec les nouvelles personnes qui sont au devant des affaires. Merci beaucoup, Cyriac. Grand frère, on a beaucoup parlé, mais tu es un des piliers de cette conversation. On parle du rôle du pouvoir public. C'est vrai que dans une vie antérieure, tu étais dans le privé, donc tu connais les deux angles. Quand on parle aujourd'hui du rôle du pouvoir public, selon toi, aujourd'hui, au niveau du ministère, en regardant tous les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, quel, selon toi, est déjà le rôle qui incombe au ministère, le rôle qui incombe à l'État de façon générale, et quelles sont certaines des actions en cours pour accompagner le développement de ce secteur? Merci Sidic, et puis encore félicitations. Je salue Madame la Présidente. Cyriac, bonjour, bonjour à tout le monde. C'est vrai que je suis arrivé à ce panel par chance, parce que je devais être ailleurs, et puis après j'ai vu, j'ai dit Sidic, ah non, ça c'est mon petit, ça, que je vienne ici, même si j'y connais pas beaucoup, je connais pas grand-chose. Alors, c'est vrai, mais on va pas avoir la langue de bois, c'est pas quelque chose, c'est pas un pilier sur lequel on a vraiment réfléchi au niveau du ministère. Tout simplement, on n'avait pas les briques. Donc, quand on regarde ça, vous savez ce que ça m'inspire de voir le reportage de tout à l'heure, de voir, c'est que c'est organisé. Et je pense qu'ici, on a d'un côté des talents bruts, parce qu'on n'a rien pour détecter ces talents bruts. Vous voyez, on parle de compétences, c'est vrai que c'est un pilier pour nous, il faut former. Mais il y a tout ce qui est talent brut qui existe, je pense, partout, disséminé en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on structure ça, qu'on ait des briques, qu'on se mette ensemble, parce qu'ensemble, on est toujours très fort. Et qu'on commence à lever la problématique pour adresser. On a un modèle, le modèle français, qui est un modèle qui est bien. Je pense qu'il y a des briques qui existent à gauche, à droite, et il y a des compétences, il y a un marché, ça, on est convaincu de ce marché, donc il y a tout pour faire. Mais je pense qu'ensemble, nous on va demander, il y a un écosystème qui s'est créé, il y a des associations, il y a des gens qui animent un peu les ateliers. Venez, ensemble, on va construire des briques, on est preneurs pour ça. Nous, on a défini 7 piliers. Et quand je regarde dans nos piliers, il y a l'infrastructure numérique, on est dedans, les services numériques, on est dedans, les services financiers numériques, on est dedans, même la cybersécurité. Pourquoi la cybersécurité? Quand vous étiez en train de parler, je me suis dit, mais ils font des choses, et nous, aujourd'hui, on va lancer, par exemple, un appel d'offres pour demander à quelqu'un de nous faire un logiciel de cyberdrill, donc des simulations d'attaques de cybersécurité. Mais vous avez toutes les briques, en fait, pour le faire. Donc, vous avez un marché avec nous, avec l'État. Donc, il faut qu'on parle ensemble. Il faut que vous veniez, qu'on parle, qu'on discute, qu'on regarde, qu'on crée ensemble. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on veut faire. La seule initiative qu'on avait eue, qui nous a approchés, c'est donc le programme Afro-VFX, qui nous ont vraiment montré que c'était... il y a du business derrière. Donc, pour nous, on doit forcément encadrer ça, permettre, essayer de lever, les accompagner. Donc, c'est vers dessus on est parti. Mais sur le reste, on n'a pas vraiment les briques. Mais ensemble, je pense qu'on est ouvert
à ce qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous voyez pourquoi je voulais modérer le panel. François, je vais revenir vers toi. Il y a eu quand même Syria qui a mentionné un certain nombre de choses. M. Sommet vient de dire aussi que c'est important de pouvoir s'asseoir et de discuter. Selon toi, quelle serait la bonne manière de structurer des conversations autour de ces thématiques-là pour s'assurer que l'ensemble des acteurs de l'écosystème puissent comprendre où est-ce qu'on en est, puissent connaître ceux qui en font partie et puissent éventuellement aider à trouver des solutions pour nous permettre d'avancer? Je pense qu'une des premières pistes, c'est déjà de savoir où sont les acteurs. M. Sommet l'a dit, hein, c'est très très éparpillé. Donc on les découvre nous tous les jours, donc avec l'initiative Alliance ICC qui a été faite en partenariat avec l'ambassade de France. On a fait un appel à candidature et là on a découvert effectivement des centaines de personnes qui sont soit auto-entrepreneurs, soit des entrepreneurs avertis comme Abel et 11 autres dans la première cohorte. Et on en voit partout, mais partout, 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 partout. Je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir face à nous une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est peut-être parfois à l'excès. Et c'est tout l'intérêt, à un moment donné, lorsqu'on fait ces appels à candidature, de les rencontrer, parce qu'on voit aussi la limite de vouloir être tous entrepreneurs, parce qu'effectivement, ils se posent la question de savoir où est le marché, où est le modèle économique. C'est comme ça qu'on les challenge dans le cadre de nos jurys, savoir si c'est quelque chose qui est durable. Donc voilà, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Mais où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on peut définir déjà les différentes filières? Est-ce qu'on peut créer une cartographie avec la chaîne de valeur, donc de la formation à la production? Est-ce que justement les mêmes, aujourd'hui il existe, on ne part pas de rien du tout, il existe aujourd'hui des écoles de formation dans les ICC, mais lorsqu'on parle aux patrons comme Abel, etc., est-ce que ces jeunes qui sont formés sont adaptés? Quand on voit aujourd'hui comment tout est en train d'évoluer, comment ça part très vite, on sait qu'on a une capacité de faire le pont assez rapidement. Mais si on reste encore dans des écoles de formation avec une formation qui n'est pas adaptée par rapport aux besoins, on a déjà un sujet. Donc c'est déjà faire simplement un état des lieux, où sont, dans chacune des filières, où est la chaîne de valeur, où sont les écoles, où sont les métiers dans la distribution, où sont ceux qui sont dans le marketing, enfin dans la commercialisation, pour déjà savoir où est-ce qu'on en est. Où sont ces jeunes, à quel type d'entrepreneurs on a affaire. On a des micro-entreprises, on l'a vu, hein, de toute façon, on a des micro-entreprises, on a des entreprises confirmées, les associations, il en existe. Au niveau de l'animation, il y a déjà une association qui s'est mise en marche. Je sais que sur la mode et design aussi, il y a des associations. Mais ça donne vraiment une impression que c'est très, très disparate. C'est totalement atomisé. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui peuvent se regrouper en termes de partenariat déjà entre eux. Dans la chaîne de valeur, parce on dit l'animation, on dit les jeux vidéo, dans la chaîne de valeur transverse, et ça nous a été démontré, il y a des choses à faire ensemble. Dans la première cohorte, on a une scénariste. Donc cette scénariste, est-ce qu'elle doit être que scénariste pour les films? Elle peut être scénariste pour l'animation, mais scénariste aussi pour les jeux vidéo, et ainsi de suite. Donc déjà, faisons l'état des lieux. Essayons d'avoir cette cartographie, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, parce on est très concentré sur Abidjan, mais il y a beaucoup de choses aussi à l'intérieur du pays. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est un appel d'offres commun? Est-ce que c'est là où l'État peut nous aider effectivement à valoriser et à identifier? Essayons d'avoir des données, parce que sans données, de toute manière, on ne pourra pas venir proposer quelque chose de structurant à l'État. On a tous une conviction aujourd'hui que c'est le marché. Le marché est ouvert, qu'il y a un besoin, il y a une appropriation de notre culture, il y a des jeunes en face, il y a des talents. On sait tout ça, mais ce n'est pas encore suffisamment structuré avec des données. Et c'est pour ça qu'on a du mal parfois même à aller voir l'État pour pouvoir demander maintenant de mettre en place tous les mécanismes. Donc on a vu des mécanismes de soutien très très forts, qui soient d'exonération fiscale, mais si derrière on n'a pas les données nécessaires, on n'y arrivera pas. Donc pour moi, vraiment, la première brique, c'est faire une cartographie, avoir des données, vraiment des données qui permettent de lancer maintenant une stratégie autour de la structuration de cette industrie.
et puis après continuer de faire ce plaidoyer auprès de l'État. Je pense qu'il est prêt, je pense qu'il est totalement conscient, mais peut-être qu'il lui manque effectivement cette approche totalement pragmatique. On parle d'industrialisation, c'est vraiment une industrie. Et effectivement, là, vu qu'on parle d'une industrie, je pense que c'est important aussi effectivement d'écouter le son de cloche des porteurs de projets, des entrepreneurs et de ceux qui aujourd'hui sont un peu au centre un peu de ce dont on est en train de parler. Selon toi, quel est aussi le rôle de ces personnes-là? Quand on prend le cas d'Abel, on prend le cas d'autres qui ont lancé des projets autour du jeu vidéo, quel est aujourd'hui eux aussi leur rôle? Je pense que ils jouent déjà ce rôle-là. C'est d'abord d'accepter des personnes à venir chez eux, voir déjà comment ils travaillent. Euh, Connaissant un peu notre environnement, c'est pas tout le monde qui le fait. Tout le monde a un savoir, mais c'est pas tout le monde qui partage son savoir. Donc le fait d'ouvrir ses portes, venir voir comment on travaille, ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, quand ces personnes vont dans ces lieux, ils apprennent. Et tout à l'heure, Madame Remarque a dit quelque chose de très, très important qui, je pense, fait partie de l'ADN même de la création de village. C'est les jeunes qu'on avait qui venaient, qui passent par au village, c'est que ils ont reçu une certaine formation, mais on s'est rendu compte que cette formation, euh, quelqu'un qui te fait une formation en chimie nucléaire en Côte d'Ivoire, je sais pas, quand il finit de faire sa chimie nucléaire, il a un BTS ou bien un truc, un DUT en chimie nucléaire, il va travailler où? Donc, cette personne, on est obligé de la reconvertir dans un autre métier pour qu'il puisse s'adapter. Donc, nous, on essayait de voir, bon, ta comptabilité que tu as fait à l'école, est-ce que tu sais vraiment l'appliquer? Donc, c'était ce pont-là qu'on essayait de créer. Et Dieu merci, aujourd'hui, dans les réformes, puisqu'on a la chance aussi de participer à une autre échelle aux discussions et autres, dans les réformes, on dit à certains ministres et à certains ministères qu'il y a des formations qui n'ont plus leur raison d'être parce que c'est saturé. Il n'y a même pas de métier, il n'y a pas de débouché. Aujourd'hui, il faut voir plus loin, il faut faire de la prospective, il faut se dire dans 10 ans, quels sont les métiers d'avenir. Donc, c'est ce type de discussion qu'on a la chance d'avoir avec les décideurs. Donc, ça nous permet de leur faire comprendre qu'il y a ce besoin-là qui est là d'avoir de nouveaux types de formations. Donc, les discussions sont en cours. Deuxième chose, pour des personnes qui sont déjà dans le milieu, nous, ce qui me réjouit, et je rejoins encore Madame Remarque, c'est l'intérieur du pays. Lors d'un voyage, parce que je partais regarder un peu des projets à l'intérieur du pays, on a tous vu des enfants qui font comment je vais dire ça, des, des objets avec des bambous. On a tous vu ça. Ça peut être une voiture, ça peut être des avions et autres. Et aujourd'hui, nous, c'est de se dire, dans notre laboratoire de fabrication, comment ces objets authentiques, originaux en bambou, comment avec des technologies comme l'Arduino, comme les Raspberry Pi, on peut les rendre télécommandés. Et ça va faire, pourquoi pas, nous-mêmes, notre propre création de jeux, mais à l'africaine, avec notre authenticité, mais on y met de la technologie. C'est possible. Mais pour cela, il faut que ces personnes-là soient formées, soient accompagnées et comprennent les enjeux. Et les enjeux, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a un métier qui est là, mais il faut qu'ils sachent que le métier est là. Il faut qu'ils apprennent ce métier. Et c'est là que des personnes comme Abel ou bien d'autres personnes viennent pour former. Mais pour cela, il faut qu'on sache qui fait quoi et où se trouvent ces personnes. Et je pense que tu as entièrement raison. Maintenant, je pense qu'il y a eu beaucoup de mentions autour de la formation. Donc, j'aimerais qu'on passe un peu de temps aujourd'hui sur ça. Donc, grand frère, quand tu regardes la formation aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait? Quels sont les types d'initiatives qui doivent être lancées et par qui? Est-ce que ça doit venir de l'État? Est-ce que ça doit être des initiatives privées pour essayer d'avoir plus d'organes de formation autour de sujets comme le jeu vidéo ou l'animation? Alors, donc, de toute manière, l'État, par la loi qui porte orientation sur la société d'information, doit forcément réduire la fracture numérique. Donc, donner une formation à tout le monde sur le numérique.
À partir de là, il faut mettre à jour certaines filières. Comme Isaac le disait, il y a des filières, bon, on ne va pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est pas loin, où on forme des gens qui sortent et qui ne sont pas actifs. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes numériques, des artistes digitaux en herbe, qui n'ont peut-être pas la formation qu'il faut, mais qui sont à l'intérieur. Il faut créer des filières. Je pense qu'on a des structures. On a l'ESATIC, qui est notre école d'excellence. Il y a d'autres structures, donc il faut pouvoir encourager. Le secteur privé aussi, avec des mécanismes à pouvoir faire des formations, à pouvoir embaucher des gens dans ce domaine. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre une incitation forte dans ce domaine. Et donc à partir de ce moment, je pense qu'on aura la possibilité d'avoir des formations, essayer de regrouper tous les gens qui sont autodidactes, il y en a énormément, et pour voir que cette industrie est intéressante. Vous savez, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui rêvent que leurs enfants jouent au foot. Ils ont vu le montant des salaires, mais aujourd'hui, les artistes numériques au Canada, ils gagnent plus que le footballeur. Donc, en fait, c'est de la formation aussi, donc pour essayer de mettre un peu tout. Pour la petite anecdote, moi, par exemple, mon fils, quand il jouait aux jeux vidéo, bon, chez toi d'ailleurs, c'était un vrai cauchemar parce que c'était une addiction. Et à un moment, j'ai bloqué son trafic sur le routeur. Je devenais fou, hein, j'arrivais plus, quoi. Ouais. Et après, mais je réfléchissais mal. C'était plus de lui dire. Après, je me suis dit, ah, mais tiens, peut-être qu'il existe des formations. Ce qu'il aime faire, il va le faire. Bon, après, on a commencé à parler de jeux vidéo, mais ça a été vraiment l'enfer, quoi. Et je pense que beaucoup de parents se disent, bon, c'est le jeu. Il passe son temps à jouer, il est tout le temps sur le jeu, c'est une addiction. Mais il faut pouvoir transformer cette addiction en. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et François, sur le sujet de la formation, donc là, on a parlé du fait qu'effectivement, il y a un besoin aujourd'hui, il nous faut trouver des mécanismes pour pouvoir avoir de plus en plus de formation. Toi, selon toi, quand tu regardes un peu ce qui s'est fait dans le monde de l'audiovisuel, quand tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs, quel est ton regard dessus et comment est-ce qu'il faudra avancer ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de concret pour pouvoir avoir plus de formations spécifiques dans les ICC? Avant même de rentrer dans les formations spécifiques, je pense qu'il faut effectivement qu'on revoie tout notre système de formation depuis l'école, hein. Et justement l'introduction des métiers sur les nouvelles technologies, le codage. Aujourd'hui, je vois qu'il y a quelques initiatives d'écoles primaires, enfin de personnes qui font ça pour les enfants, mais peut-être commencer à mettre déjà dans le cursus scolaire pour que ça devienne véritablement un réflexe. Donc ça peut aider déjà à, à- à créer un état d'esprit qui soit beaucoup plus facile à faire plutôt qu'à effectivement s'orienter sur des filières dont on voit très peu le débouché. La deuxième chose, c'est que je pense que comme partout dans le monde, il ne faut pas qu'on réinvente la roue. Il existe des choses qui se font et qui se font bien. Il existe des écoles de formation qui font les choses bien. Donc peut-être créer des partenariats. Elles ont besoin aujourd'hui peut-être d'avoir des partenariats, avoir ce transfert de technologie, trouver des écoles, qu'importe le lieu où elles soient, qu'elles soient en Allemagne, en France, en Inde, mais enfin voilà, commencer à créer des partenariats avec certaines de ces écoles pour venir former, non pas que d'ailleurs sur la Côte d'Ivoire, mais peut-être aussi avoir une vue régionale, parce que le métier, il est là aussi, l'avenir, il est aussi sous-régional. Et la dernière chose, en matière de formation. C'est vraiment, encore une fois, le partage d'expérience, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est surtout se raccrocher aussi par rapport au marché, parce que n'oublions pas que derrière tout cela, il faut qu'on soit sûr qu'il y a un marché. Donc, essayez de voir au niveau de ces grands groupes, on a pas mal de grands groupes qui ont été cités, qui ont besoin à un moment donné que certains métiers soient décentralisés. On peut servir de base de sous-traitance. On en a parlé avec Abel sur de l'animation, par exemple. Aujourd'hui, les majors sous-traitent beaucoup de choses. Alors, c'était en Asie. Pas trop encore sur l'Afrique, un peu au Maroc, je crois un peu en Afrique du Sud, mais très peu. Alors que là aussi, on a un potentiel énorme de pouvoir faire de la sous-traitance. Et donc, qui dit sous-traitance, dit qu'évidemment, on aura accès au matériel, au savoir-faire, au métier, à la formation, et on peut former encore des jeunes dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment la manière dont on va
regarder l'angle que les choses vont se faire. Mais encore une fois, je souhaite vraiment que l'on valorise déjà tout ce qui existe déjà. Donc vraiment, je fais le plaidoyer pour qu'il y ait cette cartographie, que tous ceux qui sont aujourd'hui bien établis soient là. Il y a aussi un travail, on en parle assez souvent, hein, nos entrepreneurs le disent toujours, c'est l'accès au financement, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de mécanismes de financement. Le prérequis, c'est d'abord qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient bien organisés, mais c'est vrai aussi qu'il faudra se poser à un moment donné la question de l'accès au financement. Qui est-ce qui finance? Comment on finance? Et là aussi, les exemples dans le monde, même au Nigeria, pour ne citer qu'un pays proche de nous, sont des pays qui ont compris que derrière cette industrie, il fallait aussi des acteurs financiers spécialisés, qui font ensemble, soit au niveau des banques, soit au niveau de véhicules spécialisés. Mais il ne faut pas aussi qu'à un moment donné, on néglige le financement. Et qui dit financement dit peut-être à un moment donné des mécanismes de garantie. C'est là où l'État peut encore jouer son rôle en allouant des lignes de garantie à certains établissements financiers qui sont encore un peu frileux à financer ce genre d'entreprises qui font appel à la propriété industrielle, donc sur lesquelles avoir des hypothèques sur une propriété industrielle, c'est compliqué. Et alors c'est peut-être un peu, je suis peut-être un peu hors sujet, mais ça me revenait aussi à l'idée. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de jeunes. Il faut aussi qu'on parle, qu'on pense aussi à la protection intellectuelle. Et ça, c'est pas forcément un réflexe. C'est là aussi l'État peut peut-être aider c'est vrai qu'aujourd'hui, protéger une idée, ça coûte cher. Il faut aller à l'OIP, même si c'est pas très cher. Peut-être que là aussi, l'État peut mettre en place un mécanisme pour que ces entrepreneurs bénéficient tout de suite de la protection de leurs idées, parce que souvent, on est sûr que si ce n'est pas le cas, certaines vont être prises et vont être exploitées ailleurs. Et pour citer un peu un exemple que j'ai vu en Afrique du Sud il y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un qui est en charge un peu de, j'ai envie de dire, de leur grosse association qui accompagne un peu tous les studios de jeux. Et il me disait que là-bas, il y a 6 studios qui génèrent déjà presque quasiment tous plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et il m'expliquait comment est-ce que eux, là-bas, il y a une grosse économie autour de l'outsourcing, où ils ont assez de compétences locales pour outsourcer des projets de développement de jeux de certains des groupes et donc aujourd'hui, eux, depuis quelques années, ont réussi à se former grâce à ça, ont réussi à avoir un minimum de revenus, ont réussi à constituer des équipes. Aujourd'hui, certains se lancent maintenant dans la création de leur propre jeu, tout en continuant de faire de l'outsourcing. Donc ça veut dire que c'est possible. Et je pense qu'effectivement, là-bas, et dans certains d'autres pays, on voit le type d'accompagnement qu'ils ont reçu, venant de différentes personnes. Et quand tu regardes ça un peu, Cyriac, toi aujourd'hui, quels sont selon toi les autres types de besoins? On a parlé du besoin en formation, on a parlé du besoin en financement. Quels sont certains des autres besoins que les entrepreneurs dans le monde des ICC ont aujourd'hui? D'accord, je pense que l'un des besoins, et tu l'as mentionné, hein, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se fait mieux et apprendre. Aujourd'hui, voyager, c'est compliqué. Pour un entrepreneur, c'est pas tout le monde qui peut se prendre un billet d'avion, c'est pas tout le monde qui peut se prendre un hébergement, peut-être pour un mois, une semaine, dans un pays qu'il ne connaît même pas, pour aller apprendre, pour aller se former. Et c'est en cela que soit des acteurs privés comme des acteurs publics peuvent aider. Euh, je sais il y a quelques années de cela, on a fait un voyage d'immersion sur le Rwanda. Ça s'est très bien passé avec certains entrepreneurs, mais c'était à nos propres frais. Donc, un tel voyage, si pour les industries créatives, le Nigeria qui est juste à côté de nous, on se dit qu'une délégation ivoirienne va pour apprendre, mais pas seulement pour apprendre, mais dans le but de venir restituer à d'autres qui n'ont pas eu la chance de partir. Donc ça, un tel projet, je pense que ça peut être assez intéressant et c'est des choses que je pense que l'État et certains acteurs privés peuvent accompagner parce que ça aura un retour sur investissement par rapport non seulement à l'industrie créative dans notre pays, mais aussi le rayonnement de cela. Parce que quand tu voyages et que tu pars voir ce qui se passe ailleurs, ça vous challenge. Moi qui ai la chance de sortir, aller voir des choses ailleurs, quand je reviens,
Je dis, bon, ici on dort. Et les gens me demandent, mais toi, à 2 heures du matin, tu travailles encore? J'ai dit, c'est parce que tu n'as pas encore bougé de ton cocody natal, ou bien de ton yopougon, ou bien de ton abobo. Quand tu vas aller voir, surtout dans le milieu anglophone, quand tu reviens, tu es challengé, quoi. Tu te dis, waouh, ici, on fait rien encore. On pense que les gens, souvent, les gens pensent qu'on est arrivé, mais on n'a même pas encore décollé, on n'a rien fait. Donc, je pense que les voyages d'immersion peuvent être assez intéressants pour ces jeunes-là. Et la deuxième chose aussi, c'est de leur montrer des modèles. Donc, faire venir des personnes qui ont réussi dans ce domaine-là, ou bien des personnes dont ils ont entendu parler. Par exemple, je prends un des gars, je sais qu'on avait, on voulait voir comment faire venir des gars de Ubisoft une année. Quelqu'un qui vient, on te dit que ces jeunes-là, il travaille chez Ubisoft. Quand les gars dans la salle le voient, ils se disent, bon, je veux être comme lui, donc il devient un modèle. Donc, voir comment déplacer ces personnes-là de grande industrie qui vont venir partager leur expérience avec les autres, ça ouvre l'esprit et ça fait comprendre aux uns aux autres, surtout aux parents, que c'est quand même quelque chose de sérieux dans lequel son enfant veut, veut se lancer. Et aussi, ce qui serait aussi intéressant, c'est de voir dans quelle mesure organiser des ateliers parents-enfants pour faire comprendre au papa et à la maman que ce que son enfant fait, c'est pas seulement du jeu, mais voilà, il y a des métiers qui se créent. Donc, pensez à créer ce type d'atelier. Là, moi, je sais qu'on a fait ça sur, sur le logiciel Scratch. On a formé les enfants pendant 2 semaines et à la fin, on a demandé aux parents de venir voir les réalisations de leurs enfants. Ils avaient un autre regard de leur enfant, en fait. Et ça permet. Le parent même qui voulait même pas acheter d'ordinateur pour son enfant, quand l'enfant a fini de pitcher son projet, la logique dans laquelle il a développé son jeu, tout ça. Les semaines qui ont suivi, il y a su 6. Il y a 2 qui ont reçu des ordinateurs de leurs parents avant Noël, quoi. Ils étaient tout contents parce que le père a vu que le travail qu'ils étaient en train de faire était valorisant, en fait. Merci, merci. Rapidement, Françoise, vu qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on avait, disons, certains groupes partenaires de développement, l'AFD, d'autres, qui étaient présents avec nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait pu leur dire sur ce qu'ils peuvent faire pour nous accompagner aujourd'hui dans les industries culturelles et créatives, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même si on regarde à l'échelle sous-régionale? Déjà, puisqu'ils ont une conviction que ce sont des secteurs porteurs, il faut aussi qu'ils fassent aussi ce plaidoyer parce que c'est vrai que l'aide au développement ne peut pas se faire sans l'avis de l'État. Donc, continuer aussi ce travail de plaidoyer, toujours pareil, en montrant l'impact. Il y a évidemment toute une structuration, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc peut-être aussi travailler sur les axes de structuration des acteurs, aussi bien publics que privés, donc réallouer cette aide de manière significative. Je sais pas, il ne faut pas que ce soit juste de l'anecdote, vraiment de manière significative pour permettre de créer, encore une fois, des filières, parce que pour moi, ce sont de véritables filières. Et c'est pour ça que je reviendrai tant qu'on n'a pas les données. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition ferme, hein. C'est que souvent, justement, ces métiers sont méconnus. On voit aujourd'hui comment, justement, des enfants qui essaient de faire ça, c'est compliqué pour eux. Parce que même les parents ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne voient pas les débouchés. Et c'est là où l'exemple des rôles modèles est important. Parce qu'une fois qu'on voit des rôles modèles, on voit comment ils y sont arrivés, c'est plus facile de faire adhérer. Donc il faut vraiment, pour moi, je reviendrai encore une fois, peut-être tout simplement déjà commencer par une étude, financer vraiment une étude significative sur l'impact, et puis après travailler sur la transformation, parce que derrière, on ne va pas évidemment tout bousculer du jour au lendemain, mais comment est-ce qu'on transforme certaines de nos filières, comment est-ce qu'on transforme euh, euh, les débouchés, comment est-ce qu'on va transformer les débouchés? C'est même pas le cas puisque les débouchés sont là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on arrive à un moment intéressant de l'histoire, que ce soit les majors américains, on parle de Netflix, d'Amazon, etc. On arrive à un moment
où au-delà de la volonté de se réapproprier notre culture, c'est une réalité. Il y a vraiment ce désir, ce besoin, cette envie de se réapproprier cette culture, mais de manière très positive et de manière surtout moderne, d'enlever tous les clichés sur ce que peut être l'Afrique, parce que effectivement, oui, quand on parle de l'Afrique, on parle de nos 54 pays. Il y a vraiment toute une histoire, tout un narratif qui est une réalité aujourd'hui. On ne met pas de côté ce qui ne va pas, mais il y a véritablement beaucoup de belles histoires, des choses qui se font, donc à travers l'exemple encore de nos entrepreneurs. Je ne sais pas si c'est Charles qui est là, non? Mais oui, voilà. Qui se cache à travers l'histoire de Charles, d'Abel, de tous ces jeunes-là qui ont décidé de se lancer, mais sans attendre quoi que ce soit. Et justement, on n'est plus dans cette approche d'aide. Ça aussi, il faut casser ce cliché. Les gens n'attendent plus cette aide. Donc, soit effectivement, on nous met des mécanismes modernes, on gagne du temps par rapport à ce qui a été fait pour éviter tous les écueils qui ont déjà été faits et on passe le cap. Soit nous-mêmes, on va y arriver. Ça sera plus long, ça sera plus compliqué. Mais aujourd'hui, avec tous les entrepreneurs, l'envie, le marché, la volonté de ces jeunes de pouvoir contribuer, d'avoir un impact, de créer, d'être talentueux, c'est une réalité. On y arrivera. Donc, partons sur les données. Continuons de faire ce plaidoyer auprès de l'État pour démontrer que ce sont des filières structurantes, créatrices d'emplois, de valeurs utiles, impactantes, qui touchent, qui concernent, en fait, qui touchent tous les Ivoiriens, qui touchent tout le monde. Et à partir de là, je pense qu'on va, voilà, l'histoire va se réécrire en fait, et effectivement, ça ne peut se faire que lorsqu'il y a un partenariat très solide entre le secteur public et le secteur privé. Donc le secteur privé est en train d'apporter toute cette expérience qu'elle est en train de faire. Donc elle structure, elle organise, elle met à disposition au secteur du secteur public. Et je pense qu'ensemble, on va réécrire cette nouvelle histoire. Donc, enfin, je pense que on compte sur toi pour être notre porte-parole, hein, auprès des pouvoirs publics. Je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont en préparation, il y a pas mal de discussions, il y a pas mal voilà, d'intérêt autour un peu de ces nouveaux secteurs-là. Mais il y a un besoin de mieux le comprendre, il y a un besoin de pouvoir bien identifier les besoins, il y a un besoin de voir aussi comment est-ce que c'est fait ailleurs et comment est-ce que ça va se faire pour pouvoir le faire. Donc je pense que ce panel-là a permis effectivement d'avoir une première discussion, de poser les bases. Il y a besoin, voilà, d'avoir beaucoup d'autres conversations dessus pour vraiment pointer du doigt tous les problèmes et trouver ensemble les meilleures des solutions. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être ouvrir s'il y a des questions euh, que vous voulez poser aux différents panélistes. Moi, j'aimerais te poser la question aux jeunes qui sont là. On va faire dans l'autre sens. Vous voyez, tout à l'heure, Cyriac parlait des parents qu'il faut éduquer et tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes prêts à nous faire un jeu pour les secrétaires de l'administration? Vous voyez, elles passent leur temps à jouer sur Zoom là, elles ont des jeux. Mais la meilleure manière d'éduquer quelqu'un, c'est de lui donner. Est-ce que vous êtes prêts à nous donner, pour l'administration, on a énormément d'assistants, de secrétaires. Elles passent, je pense, 50% de leur temps à jouer à ce jeu. Vous êtes prêts à nous donner un jeu? Je veux dire, les pouvoirs publics, il faut les alerter en disant, ah mais ce jeu qu'on joue, ça vient Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont des jeux qui sont dans les tiroirs, qui ne servent pas à quelque chose. Mais ça, c'est l'éducation. Parce que celle-là qui joue parle à son patron, mais parle à son fils à la maison, à son enfant. Et je pense qu'il faut qu'on s'éduque, qu'on commence par rentrer par là, quoi, en fait. Donc, c'est la question. Je pense que tout à l'heure, vous voulez que je prenne un engagement, mais bon, je vous demande aussi, est-ce qu'on peut le prendre ensemble? J'ai un jeu dans mes tiroirs, hein. C'est un peu vert. Donc je te ramène après. En fait, je vais essayer de répondre à la question du représentant du ministère de l'économie numérique. Effectivement, nous, à CRESAP, on développe des jeux sous le concept de la gamification. Je vais me lever avec vos permissions. Désolé, les cache-nez. Donc voilà, chez nous à CRESAP, nous développons des applications,
des jeux de société sur le concept de la gamification, qui consiste à en fait intégrer on va dire les concepts de jeu, mais dans la réalité, on va dire. Donc, nous avons la possibilité effectivement de développer des jeux pour, on va dire, pour le ministère, pour certaines institutions, même pour les entreprises. Donc, je pense que nous allons réfléchir sur votre idée et bientôt, nous viendrons vers vous pour vous présenter un concept dans ce thème-là. Merci. Ok, oui, bien sûr, on peut faire une proposition et je pense que, comme Cyriac l'a dit, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de pistes de réflexion et tout ça. Et là, tout de suite, je pense à un jeu qui a été développé par euh, le, la- j'oublie le nom, c'est une maison d'édition de jeux camerounaise, Kyrios Game, voilà, ils ont fait une application Android justement sur un jeune stagiaire qui doit voilà, franchir différentes étapes dans un bureau, voilà, voilà ce qu'il doit faire, voilà. Ça, c'est pas mal, mais je pense qu'on va faire peut-être plus simple. À la Zoom, là, c'est déjà une bonne piste et c'est peut-être le démarrage de peut-être la réflexion pour d'autres projets, quoi, voilà. Je pense que le champ des possibles il est vraiment vaste. Et là, je suis avec mon équipe Transmédia, une partie de l'équipe. Ils vont tout de suite commencer à réfléchir et faire des propositions. Voilà. Euh, J'aimerais me présenter d'abord. Honoré Esso de Studio 6. Je suis devenu par la force des choses entrepreneur. Je suis réalisateur et scénariste. C'est surtout ce que j'aime faire. Euh, Moi, j'aimerais remercier Sidik et toute son équipe pour cette opportunité. C'est important, il faut multiplier ce genre d'occasion-là. Je crois que c'est M. Sommet qui le disait, il faut qu'on échange, qu'on se rencontre pour faire tomber beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés, beaucoup de faux débats euh, qui nous poussent à des situations où pour des postes à la fonction publique de 30 personnes, on a 5000 jeunes. Alors que nous, on fait aussi de l'animation, on est dans l'audiovisuel, on fait bientôt de la bande dessinée et autres parce qu'il faut se diversifier. Donc, on recherche des animateurs, que ce soit Africatoon, Cinéanimation ou autre. Aujourd'hui, vous lancez une offre d'emploi pour dire qu'on veut recruter des animateurs 2D pour des marchés qu'on a, qu'on peut avoir, des financements qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Vous n'aurez pas de candidature parce qu'il n'y en a pas. Ces jeunes-là, Cyriac le disait, il faut reconvertir ceux qui ont des BTS en chimie nucléaire, en mine et géologie et qui ne trouvent pas d'emploi et qu'on continue à faire rêver avec cette affaire d'entrepreneur. Tout le monde doit être entrepreneur aujourd'hui. Moi, je suis prêt à laisser tomber cette casquette-là et à faire mon travail de créatif parce que ça ne m'intéresse même pas. C'est par la force des choses que je suis devenu. Donc, il faut ce travail de sensibilisation à différents niveaux, les ministères, les pouvoirs publics, ok, mais aussi chez nous, nos familles. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis je suis dans l'art, c'est pas vraiment un métier. Moi, je communique pas dans ma famille. C'est vrai que j'en vis relativement bien depuis une dizaine d'années. Mais dans ma famille, on se dit Honoré, c'est pas vraiment un travail. Bon, je communique pas sur mon chiffre d'affaires non plus, peut-être. Mais je veux dire, il y a ces préjugés-là qu'on doit détruire si on veut vraiment construire une industrie. Parce qu'une industrie, c'est vrai qu'il y a des talents, il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup même, mais il faut des ressources humaines en quantité et en qualité. On peut aujourd'hui démarcher des studios d'animation en France et autres, mais quand on a ces marchés-là, est-ce qu'on peut les exécuter aujourd'hui? On ne peut pas. Donc ça ne sert à rien de... C'est important, oui, de voyager, de communiquer. On l'a fait. Nous, on a eu un projet dans un incubateur, l'incubateur de la Fondation Jeunesse Numérique qui dépend du ministère, un projet de gamification, de jeux sérieux. C'est beau et sur le papier, on devait adapter, mais on est allé en Belgique, on a rencontré des partenaires et tout, mais pour l'exécution, la seule option solide
était de travailler avec un développeur belge. Ça n'avait pas de sens. Donc on s'est dit, bon, on va mettre ça dans un tiroir. On va venir continuer à essayer de régler nos problèmes dans l'animation parce qu'on a déjà du mal à trouver des animateurs. Donc, bon, aller chercher le problème de développeurs encore, c'est encore compliqué. Donc, on va essayer de régler ce problème-là. Continuer à former un peu les jeunes. Chez nous, on est basé à Yopougon. Et ça nous tient à cœur de maintenir le siège de notre structure à Yopougon. On existe depuis 7 ans maintenant. On essaie de se diversifier un peu. On fait de l'animation. Bientôt, on sort notre première bande dessinée. On va en parler bientôt avec toi, Sidi. Donc voilà, c'était ma petite contribution. C'est chacun de nous à son niveau. Autour de vous, il faut dire aux frères, regardez un peu ce métier. Il y a beaucoup de choses à faire. Même si on ne gagne pas beaucoup d'argent tout de suite, mais bon, au moins, on peut avoir du travail dans ces secteurs-là. Et puis bon, c'est ensemble, avec ce monde-là, qu'on peut construire quelque chose de solide. Merci. C'est que si je peux me permettre, je pense que comme Sommet est là, on va lui donner en même temps le message. Je pense que ce qu'il dit est très vrai. Moi, je me rappelle en 2017, quand je recevais le prix de l'excellence du président de la République, c'est plus de 10 ans de sacrifices que je recevais qui étaient valorisés par ton pays. C'est vrai, dans d'autres pays, on peut t'acclamer, on peut te donner des trucs, mais le fait de le recevoir chez soi, c'est différent. Et je me rappelle le regard que pas que mon père me soutient dans tout ce que je fais. Mais ce jour-là, il avait une certaine fierté. Donc, comme M. Sommet est là au nom du ministère de l'économie numérique, est-ce qu'il ne peut pas voir comment organiser une rencontre entre ces créatifs et autres avec le ministre. Le fait même que le ministre puisse les inviter, je pense que ça a fait un déclic non, chez ces créatifs, dans leur famille, de dire que aujourd'hui, je vais déjeuner avec le ministre parce qu'il m'a invité par rapport à ce que je fais. Donc, voilà. Alors, oui, je prends l'engagement, il n'y a pas de problème pour rencontrer le ministre, mais il ne faut pas qu'on fasse un effet flash, il faut que ça continue. Créons un groupe de travail, quelque chose de sérieux, où on pourra porter des chiffres, des statistiques, qu'est-ce qui existe. Parce que quel message vous allez porter au ministre là, comme ça, chacun dans son sens. Voyez, une fois, j'étais à l'île Maurice, et il y avait des gens qui recevaient des dons de la fondation Bill Gates, Melania, il y avait des gars du Kenya, de l'Ouganda, mais que des anglophones. Et puis je lui dis, je comprends pas ce qu'ils font là, nous chez nous en fait. Il dit, mais vous n'existez pas. Il dit, tape sur Google, vous n'existez pas. Tapez vos trucs là, vous allez voir, vous n'êtes pas dedans. Et donc, il faut exister, je veux dire, dans le monde pour que il y a de l'argent, hein. L'argent, ça existe partout. Mais on ne vous connaît pas, donc c'est les anglophones qui viennent tout prendre. Parce que eux, ils existent. Donc, je veux dire, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Et ça ne sera pas difficile. Le ministre est très ouvert. Il est preneur pour ça. Mais organisez-vous un peu pour avoir des choses. Et on continue par la suite. Parce que faire un coup comme ça, bon, un homme politique, bon, il va vous recevoir, il n'y a pas de problème. Mais, et la suite. Donc, je pense que si vous êtes organisé, il n'y a pas de problème. Je serai là pour organiser, pour faire rencontrer le ministre, pour qu'on médiatise l'action. Mais il faut que ça continue aussi derrière. Merci beaucoup. On dirait que ça a suscité un intérêt. On va prendre 2 interventions et puis Alors, donc, peut-être une réflexion comme ça, structurante, comme M. Sommet a souhaité qu'on avance. Est-ce que de façon concrète, donc l'équipe du ministère de TIC est prête à réfléchir sur pour essayer de matcher ce qui doit se faire normalement au niveau de leur ministère et ce qui se fait en ce moment au niveau du ministère de la Culture. Je m'explique. On a vu tout à l'heure le vidéogramme où le monsieur j'ai oublié le nom, l'agence française du jeu vidéo expliquait qu'en fait, le fonds qui appuie le jeu vidéo est logé au sein du ministère de la Culture, en fait. Parce que le CNC, c'est donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, donc qui est l'équivalent du fonds SICICI. Donc, qui gère à la fois cinéma audiovisuel et aussi jeux vidéo. Donc, est-ce qu'il est prêt à mener cette réflexion-là pour qu'on puisse mutualiser les énergies? François l'expliquait tout à l'heure. Donc, entre le ministère de la Culture, ministère donc de TIC, donc voilà, et bien sûr ministère aussi de la communication aussi, qui est
qu'il y ait un élément. Voilà, donc, essayer de voir qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Donc, ça va permettre donc de faciliter les choses et d'aller un peu plus vite. Voilà, donc, est-ce que cette réflexion-là, elle est possible? Voilà. Oui, 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 tout à fait. De toute manière, on travaille tous pour l'État. Je veux dire on a des cadres de collaboration. Donc, je pense qu'on peut mettre un cadre de collaboration qui va adresser donc cette problématique. Et puis, ceux qui seront les meilleurs dedans, nous, on essaie d'être transversaux. Donc, mais après, il y en a qui font des choses mieux que nous. Donc, il y a la jeunesse, il y a la communication, il y a les différents éléments. Et où les fonds sont logés, il faut qu'on aille vite. Donc, on n'a aucun souci, bien au contraire. Mesdames, Messieurs, je suis Sébastien Diomandé, je suis ministre. M'a fortement intéressé. Ça marche là. Le débat m'a fortement intéressé, mais il y a une idée qui a été ébauchée par Madame. Il s'agit de la protection intellectuelle. Pour moi, c'est très important. Est-ce que vous avez une stratégie pour aborder cette problématique avec l'État, qui visiblement partie prenante pour ça dans le... Alors, donc, comme on disait, on est en train de sortir la loi sur la start-up. Dans cette loi, dans ces paragraphes, il y a une partie qui est consacrée à la propriété intellectuelle. Donc, qui va vraiment aider des gens qui travaillent, qui fournissent donc, des œuvres de l'intelligence. À côté de ça, n'oublions pas qu'on a la protection des données à caractère personnel qui va venir aussi. On a une autorité logée à la RTCI, donc qui va aider tous ces artistes numériques et digitaux à pouvoir donc protéger ce qu'ils font, en plus de la loi de protection des caractères. Donc dans la loi qui va sortir une fois que ça sera labellisé, que vos projets seront labellisés en Côte d'Ivoire, ils vont rentrer donc dans ce cadre et donc la Startup Act va vous permettre donc de protéger, de vous permettre d'accéder aussi à la protection intellectuelle. Parfait. Mesdames et messieurs, je pense qu'on a un peu abusé de nos panélistes. On a allé plus loin parce que le sujet est tellement intéressant. Voilà, on a parlé d'impact. On a parlé des différents besoins des acteurs du système. On a parlé d'un besoin d'échange, de collaboration, de discussion. On a parlé du besoin d'avoir des éléments chiffrés, du besoin de comprendre notre écosystème, du besoin de comprendre les acteurs, le potentiel, le marché, l'impact que ça peut avoir. On a parlé de l'importance de la formation. On a parlé du rôle que jouent aujourd'hui les pouvoirs publics et comment est-ce qu'aujourd'hui ils sont ouverts à avoir des discussions à pousser, mais ils ont besoin de plus de matériel, ils ont besoin de plus d'éléments, ils ont besoin de choses concrètes pour aussi permettre à ce que l'ensemble des acteurs de l'écosystème puissent ensemble travailler pour faire avancer comment on dirait, le schmilblick. En tout cas, vraiment, merci à tous nos panélistes. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de participer. J'ai sauté sur l'occasion, hein, mais vraiment, c'était très intéressant et j'étais très heureux d'être de ce côté-là. Merci encore à tous. C'était la fin de nos discussions. Merci beaucoup d'être venus à cette cérémonie. Et Monsieur Sidik et Madame.